Le FMS, Functional Movement Screen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Est-ce un bon outil ou pas? Dans quelles conditions l'utiliser? Et je te dirai même où ça se situe dans mon système Strong Mobility 5.3.4. Alors, le FMS, c'est parfois un petit peu polémique quand on va vraiment sur les forums dans le milieu de la forme. Il y a ceux qui sont des inconditionnels et qui ne jurent que par ça et dont la première question va souvent être, avant, quand quelqu'un a un problème à l'entraînement, quel est ton score au FMS? Et d'autres qui considèrent ça comme complètement inutile et farfelu et sont des opposants absolus. Entre les deux, il y a peut-être une vérité à trouver et c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment de te présenter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas et pourquoi je pense qu'en fait parmi ces deux camps, il y a souvent une incompréhension de l'utilité du FMS dans le parcours d'un individu qui veut être en forme durablement. Alors, le FMS, qu'est-ce que c'est? C'est une observation des mouvements fonctionnels. Alors, les mouvements fonctionnels, le terme fonctionnel, il est vraiment sorti à toutes les sauces et ça devient un argument marketing plus que vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose, bien souvent. Mais en fait, fonctionnel, ça a un sens. Je l'utilise aussi pour mouvement fonctionnel, pour respiration fonctionnelle. Fonctionnel, ça veut dire simplement, à mon sens, qui remplit ses fonctions physiologiques. Donc, un mouvement fonctionnel, c'est un mouvement qui est correct par rapport à ce dont notre corps a besoin, qui remplit ses fonctions. C'est aussi simple que ça n'a pas besoin d'être plus élaboré. Maintenant, on va voir quelle est la définition du FMS réellement. Là, pour le coup, je vais te lire la traduction française. Voilà, c'est toujours mieux pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On ne va pas le faire en apprenant par cœur, mais je vais te lire la définition telle qu'elle est présentée sur le site. Le FMS est un outil de dépistage, ça c'est important, utilisé pour identifier les limitations ou les asymétries dans 7 modèles de mouvements fondamentaux, qui sont la clé de la qualité du mouvement fonctionnel. Chez les personnes sans douleur actuelle ou blessure musculo-squelettique connue. Ça aussi c'est important. Ces modèles de mouvement sont conçus pour fournir des performances observables du modèle locomoteur de base en manipulant et en stabilisant les mouvements, en plaçant un individu dans des positions extrêmes où des faiblesses et des déséquilibres deviennent perceptibles si la mobilité et le contrôle moteur appropriés ne sont pas utilisés. Donc là, on voit le côté fonctionnel. On va se retrouver avec des limitations qui sont dus à des problèmes de mobilité ou de contrôle moteur. Il y a des points ici qui étaient importants. On a parlé absence de douleur. Alors en fait, on va se replacer avant d'aller plus loin et de t'expliquer ce qui est important dedans, dans la pyramide de la performance. Voilà. La pyramide, tu vois, tout en haut, il y a la partie skill, compétence. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le but ultime de ce qu'on veut avec la forme pour quelqu'un qui a un sport, c'est sa capacité à être bon dans ce sport, que ce soit un basketteur, que ce soit un joueur de foot, un joueur de tennis ou même pour la partie de squash ou de badminton du dimanche, notre but, c'est de performer dans cette activité-là. Et ça, on peut le faire parce qu'on développe des compétences, c'est vraiment le but ultime. Assez peu de coachs se trouvent réellement dans ce domaine-là, en tout cas des coachs fitness, parce que en fait, là, on nous parle, si on a un coach dans ce domaine-là, ça va être un coach spécialisé pour l'activité en question. Donc, on va avoir un entraîneur pour le tennis, on va avoir un entraîneur pour la course, mais là, on va être dans la partie compétences. Et ça, c'est tout en haut de la pyramide. Parce que pour développer la compétence, il faut avoir une base de performance. C'est là où nous intervenons, nous, la plupart des entraîneurs personnels. En fait, l'entraîneur personnel, il est vraiment dans cette zone-là, dans la performance. On le retrouve dans le modèle Strong Mobility 5.3.4 avec les 5 aspects. On va développer la force, on va aller plus loin en termes de mobilité, de qualité de mouvement, et peut-être en termes de souplesse, donc sur la partie mouvement. Nutrition, ça va nous permettre d'avoir la bonne composition corporelle
par rapport à l'activité que l'on vise, puisqu'évidemment, selon qu'on soit un powerlifter ou un grimpeur, on ne va pas avoir les mêmes exigences en matière de composition corporelle et de volume en général. La respiration, parce que bien entendu c'est important, ça va nous aider aussi, une fois qu'on a une respiration fonctionnelle, à être plus efficace et avoir plus de performance, donc ça rentre dans la performance, et les endurances qui là vont dépendre du type d'activité que l'on veut développer. Tout ça c'est la partie performance. C'est là où la plupart d'entre nous, entraîneurs personnels, intervenons. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup n'interviennent que là et ne sont pas intervenus sur la partie basse de cette pyramide, et c'est là où intervient beaucoup le FMS, qui est le mouvement. La qualité de mouvement est un mouvement surtout fonctionnel. Alors, le FMS, pour cela, en fait, il a une batterie d'observation. On a 7, en réalité maintenant 8, parce qu'on a rajouté les chevilles. Il y a 3 modèles généraux, globaux, qu'on a tendance à faire en premier. Si ceux-là vont bien, en général, les autres vont être bons. 3 modèles globaux, donc le squat profond, la fente en ligne et le passage de haie. Tout ça, ça va nous permettre de voir si le mouvement, dans sa globalité, est fonctionnel ou non. Il y a ensuite 4 modèles plus précis, 2 qui vont être plutôt orientés mobilité, même si en réalité, quand on rentre dans les détails, c'est un peu plus que juste de la mobilité, donc, notamment le lever actif de jambes qui va être beaucoup plus autour de la mobilité de hanche et la mobilité d'épaule. Le terme est déjà clair par rapport aux épaules. Alors, c'est de la mobilité, mais pas que. Disons que ça se traduit par une visibilité de capacité de mobilité, mais il y a aussi d'autres éléments qui rentrent dedans. Il y a 2 modèles qui sont plus orientés vraiment contrôle moteur, donc la pompe et l'équilibre contralatéral. Donc ça, ce sont les 7 mouvements observés lors du FMS. Il y en a un qui a été rajouté parce que l'expérience a montré, le FMS est aussi quelque chose qui évolue, que beaucoup de gens avaient des problèmes au niveau de la cheville, donc on a aussi un test au niveau de la cheville. Comment ça se traduit? Pour chacun des mouvements, on va mettre une note qui est 0, 1, 2 ou 3. Là où il devient important aussi de se rappeler qu'on parle de mouvement fonctionnel et surtout sans douleur, c'est que dès l'instant que pendant le test, ou alors pendant d'autres tests supplémentaires qui sont des tests de douleur dans certaines conditions, s'il y a une douleur, le travail du coach s'arrête, comme celui d'un professionnel du domaine de la santé. Si je fais passer des tests à quelqu'un et que sur un des modèles, il ressent une douleur, je réfère. Et ça, c'est un point que certains coachs ont tendance à ne pas faire. Moi, personnellement, ça m'ennuie. Quand on a une douleur, ce n'est plus notre travail. Ça devient le travail d'un spécialiste, d'un professionnel du domaine de la santé. Si on a un mouvement qui est optimal et on arrive à atteindre tous les niveaux, on a 3. Si on n'arrive pas à faire le mouvement correctement sans avoir trop de compensation, on a 1. Si on atteint un niveau qu'on considère satisfaisant, on a 2. Voilà. Ce n'est pas non plus une graduation très fine, c'est vraiment assez simple, c'est 0 douleur, 1 n'est pas fonctionnel, 2 est fonctionnel et satisfaisant, 3 optimal. Et on va aussi voir s'il y a des asymétries. Par exemple, on préfère avoir 2 et 2 pour la mobilité d'épaule, c'est-à-dire qu'avoir quelque chose qui est satisfaisant, qui est fonctionnel, plutôt qu'avoir un 2 et 3. Alors ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit oui c'est optimal, mais en fait on a un écart. Donc on préfère à la limite ramener les deux au même niveau 2 et 2 plutôt que d'avoir un 2 et un 3. Idéalement on aurait les 2 à 3, mais à choisir on veut éviter les asymétries. Ça c'est notre observation, va nous permettre d'identifier des dysfonctions. Là où vient la polémique, c'est que beaucoup disent que oui mais le FMS ne permet pas de faire un diagnostic et ne permet pas d'identifier les causes. Certes, mais ce n'est pas le but. Encore une fois, je le rappelle, nous sommes des coachs, nous voulons nous assurer que le mouvement est fonctionnel pour pouvoir aller travailler sur la performance. Mouvement fonctionnel, ça veut dire que si quelqu'un a un problème au niveau de l'épaule, qu'il a un mouvement qui est dysfonctionnel là, je ne vais pas aller lui faire des presses qui va aller charger l'épaule.
je vais d'abord demander de faire des correctifs jusqu'à ce qu'on ait un mouvement qui soit fonctionnel. La cause sous-jacente, ce n'est pas moi qui vais aller la chercher. Si vraiment on voit qu'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à le corriger, encore une fois, on réfère. On va aller voir un kiné qui, lui, pourra aller chercher plus profondément la cause et aller corriger la cause. Pour nous, quand on fait cette observation, on identifie une dysfonction, on a une batterie de correctifs qui nous permettent de voir si on arrive à corriger cette dysfonction. On ne sait pas forcément quelle est la cause, mais ce n'est pas important ici. On corrige la dysfonction, le mouvement est fonctionnel, on peut le charger, on peut passer à la partie performance. Et c'est ça le FMS. C'est une observation et ça nous permet d'identifier des dysfonctions. Une fois qu'on l'a identifié, on a toute une batterie de tests, de correctifs qu'on peut mettre en place et voir si on améliore les choses ou pas. Alors, combiné aussi avec ce qu'on a dans Flexible Steel, on a tout un tas de modèles et de formules de correction qui nous permettent vraiment d'aller corriger pas mal de dysfonctions. Maintenant, il faut aussi se mettre bien en tête que l'avantage du FMS et la raison pour laquelle j'utilise, c'est que c'est vraiment standardisé. Au moment de mettre en place le système Strong Mobility 534, j'ai cherché quels sont les tests à faire et au final, en cherchant à inventer nos propres tests, parce qu'on est toujours plus intelligent que les autres, donc on a nos propres tests, j'arrivais à des choses qui étaient assez similaires finalement à certains des tests du FMS. Donc autant aller prendre un package qui a été testé depuis des années, qui a été développé par des professionnels dans ce domaine, et des gens aussi qui sont des professionnels du domaine de la santé en plus d'être des coachs, qui a été testé, validé par des milliers de pratiquants et l'appliquer. Un autre avantage, c'est que c'est assez reproductible. On voit que quand on fait passer les observations par différents testeurs, les résultats obtenus sont assez similaires. Donc il y a vraiment une certaine régularité intertesteur. Et même soi-même, quand on le répète, on voit que c'est vraiment bien répétable parce qu'on a aussi une bonne régularité intra-testeur, c'est-à-dire le même testeur obtient les mêmes résultats. Donc c'est un test qui est assez standardisé. Intéressant aussi, c'est que derrière tous les correctifs, c'est standardisé. On a vraiment des procédures, ce qui fait que, on sait quoi faire, on applique la procédure, on a tel type de dysfonction, on sait comment on va aller les classer, quels sont les prioritaires à traiter, quels sont les exercices que l'on peut tester pour voir si ça corrige. Puis si un exercice ne fonctionne pas, on en choisit un autre et on va voir ce que ça donne. Tout ne fonctionne pas avec tout le monde, mais ça nous donne une batterie d'exercices correctifs qui nous permettent de corriger cette dysfonction. C'est ça le FMS, c'est vraiment une observation qui va nous permettre d'identifier des dysfonctions, de corriger ces dysfonctions avant de pouvoir charger. Alors, là où il y a des détracteurs, en fait, les détracteurs, ils observent souvent les fans absolus du FMS qui tombent dans un piège qui est de majorer dans les mineurs. Brett Jones a écrit un article là-dedans qui est justement entre les épices et le plat principal. Dans le cadre de l'entraînement, il y a le plat principal et il y a des épices qui rajoutent du goût à l'entraînement, mais le but, c'est quand même de se focaliser sur le plat principal. Sinon, le plat principal, c'est la performance, c'est d'augmenter la performance. Les correctifs, c'est important pour être sûr qu'on n'a pas de dysfonction et qu'on peut travailler sur la performance, mais il ne faut pas rester dedans. J'ai observé dans certaines salles des coachs qui faisaient le FMS au départ, qui donc donnaient des correctifs à leurs élèves, mais leurs élèves passent toute une session à ne faire que des correctifs. Ils ne travaillent plus leur performance. Mais si j'ai quelqu'un qui a un problème d'épaule, on ne va pas aller charger avec un mouvement au niveau de l'épaule, on va faire des correctifs, mais une fois que pour d'autres mouvements, peut-être qu'on peut déjà être en performance. Donc il ne faut pas rester uniquement dans le correctif. C'est là souvent qu'on va avoir des opposants au FMS parce qu'ils ne voient que ce côté extrême de coachs qui restent dans le correctif et qui ne font pas travailler la performance. Le but est d'être le plus vite possible capable de travailler sur la performance. On ne veut pas rester uniquement dans le correctif. Ça, il y a une des incompréhensions qu'il y a avec le FMS. Maintenant, voilà, ça c'est une présentation du FMS tel qu'il est. Où est-ce que je le place, moi, dans mon système Strong Mobility 534 ?
Dans les 4 phases, il y a la préparation roulage, qui est la première phase, le décollage, phase 2, la croisière, phase 3, et la voltige, phase 4. Notre but ultime pour la plupart d'entre nous, c'est d'arriver à la croisière. Certains iront voltiger, iront faire un peu plus, on va être à la croisière. Quand on arrive à la croisière, nous allons décoller, souvent apprendre les mouvements, commencer à faire une programmation un peu plus tranquille jusqu'à arriver à un certain régime. Et au départ, il y a la préparation. La préparation, eh bien justement, elle va demander à voir bien quels sont les objectifs qu'une certaine personne peut avoir, d'où elle part, où est-ce qu'elle veut aller, quelles sont ses contraintes, donc peut-être des blessures préexistantes, des problèmes de temps, des problèmes de matériel. Et dans la préparation, c'est là où nous allons avoir le FMS. Le FMS va nous permettre d'identifier d'autres contraintes, des dysfonctions chez un élève. Et donc à partir de là, eh bien, nous allons commencer le roulage. Dans cette phase-là, nous allons mettre en place un certain nombre de correctifs et nous allons commencer doucement à nous diriger vers la possibilité de décoller. Alors, les correctifs, ça va durer plus ou moins longtemps. Chez certains, en une semaine, on sera bon. Chez d'autres, ça prendra quelques semaines. Mais pendant toute cette partie, c'est vraiment la base. C'est la première phase, celle qui est un peu trop souvent ignorée. On s'assure qu'on a les bonnes fondations. On peut perdre un petit peu de temps, mais on en gagnera ensuite par la suite. Parce qu'à vouloir décoller trop vite, ignorer cette première partie de dysfonction, eh bien, on va très vite aller dans le mur, on va très vite être bloqué et surtout, eh bien, on risque de se blesser. On part sur de bonnes bases, on identifie les dysfonctions, on met en place des correctifs qui ne nous empêchent pas de continuer à avancer sur tous les autres aspects qui sont déjà fonctionnels. Voilà ce qu'est le FMS et ce qu'il n'est pas. Le FMS, ce que c'est un outil qui nous permet d'identifier des dysfonctions, de mettre en place des correctifs pour pouvoir avoir une qualité de mouvement suffisante pour ensuite développer la performance qui sera la base du développement des compétences pour ton activité que tu veux pratiquer. Ce que ce n'est pas un outil de diagnostic qui nous permet d'identifier des causes, en particulier, surtout s'il y a des douleurs, on réfère. Si on n'arrive pas avec nos exercices correctifs à rendre un mouvement fonctionnel, on réfère. On ne cherche pas la cause, on cherche à corriger ce qu'on est capable de corriger avec les exercices correctifs. Sinon, on a des spécialistes, des professionnels pour aller chercher les causes des problèmes, surtout s'il y a douleur. Le FMS, ce n'est pas ça. Le FMS, c'est un outil à disposition des coachs pour s'assurer que l'on va pouvoir vraiment développer la performance parce qu'on aura des mouvements fonctionnels. Pas nécessairement parfaits, pas nécessairement optimaux, mais satisfaisants pour pouvoir continuer dans la voie de la performance et de la forme durable.